Bonjour à tous et bienvenue sur ce Grand Paris Live qui est le rendez-vous web des Grands Parisiens. Alors cette émission, vous le savez, est produite par le Club des entreprises du Grand Paris et par l'Institut des hautes études des métropoles. Son objectif, c'est de proposer aux décideurs grands parisiens de partager les enjeux essentiels du Grand Paris en particulier et des métropoles en général. Nous partageons avec qui? Nous partageons avec des invités. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Nathalie Mourlon, qui est directrice générale adjointe du Crédit Agricole d'Île-de-France. Et elle intervient en tant qu'expert, opérateur, quand je dis elle et la banque, et acteur de l'économie, et pas seulement de l'économie d'ailleurs, du Grand Paris et de l'Île-de-France. Alors la formule de l'émission, vous la connaissez, c'est un webinar entre Nathalie Mourlon et moi. Bonjour Nathalie. Et bonjour Jacques, bonjour à tous. Ce webinar, il est visible de l'extérieur et vous êtes nombreux à suivre en direct l'émission et vous pouvez nous poser des questions par chat et on sélectionnera les questions des uns et des autres. Voilà. Alors le plan de cette émission, il est assez classique. Nous allons parler, Nathalie, d'abord de l'entreprise, Crédit Agricole d'Île-de-France, évidemment dans le contexte de la crise. Comment s'organise l'entreprise, comment travaille une banque en période de crise, quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'économie et donc sur l'activité bancaire, quels sont les enseignements managériaux que l'on peut tirer de cette crise. En tant que chef d'entreprise, Nathalie, tu pourras nous dire peut-être ce qui a changé ou ce qui va changer dans le management des équipes. Alors on pense au télétravail bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a peut-être d'autres sujets, des sujets de sécurité bancaire, des sujets de peu importe, on ne sait pas. On parlera ensuite bien évidemment de la relance. Qui dit relance dit argent, qui dit argent dit banque. Alors à tort ou à raison, est-ce que l'argent viendra des banques? On ne sait pas. Quel sera le rôle des banques dans le financement de la relance? Bon, évidemment, la relance s'appuie sur des crédits publics, mais on peut imaginer, mais tu nous diras en quoi, comment, si une grande banque intervient en accompagnement ou pas, avec des actions propres spécifiques ou pas. Et puis, on réfléchira aussi à la question, est-ce que ce sera une relance par la consommation, donc par la demande, ou est-ce qu'il y aura aussi une relance par l'offre, financement d'infrastructures, etc. Voilà. Et puis, tout ça nous donnera donc l'occasion de mieux connaître le rôle du Crédit Agricole d'Île-de-France dans le Grand Paris. Alors, avant de te donner la parole et en te remerciant encore, Nathalie, de nous donner de ton temps, il y a une première question. On parle souvent de banques mutualistes. Dans l'esprit de beaucoup de gens, les mutuelles, c'est la santé. On pense tous à sa mutuelle, à sa complémentaire. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'une banque mutualiste en deux mots? Alors, Jacques, en deux mots. Alors d'abord, encore une fois, je ne sais pas si on m'a entendu tout à l'heure, et ça c'est le direct. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être avec vous pour échanger sur tous ces sujets de façon très humble, parce qu'on traverse une période où finalement on est quand même dans quelque chose, nous les dirigeants, qu'on n'a jamais connu. Donc je pense que la période nous incite à beaucoup d'humilité. Donc je vais vous partager nos convictions, ce qu'on vit. Mais voilà, et je pense que déjà peut-être dans la dernière question que tu pourrais me poser, qu'est-ce qui a changé? C'est que on doit être hyper agile parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va. Donc ça c'est donc qu'est-ce qu'est une banque mutualiste? Alors c'est vrai qu'on est des petits animaux un peu à part. D'ailleurs, ce concept de mutualiste existe aussi dans d'autres pays. Il n'y a pas qu'en France, il y en a au Canada, il y en a un peu dans d'autres pays européens, mais ce n'est pas un modèle extrêmement répandu. On a même longtemps dit que c'était un modèle du passé. Ce modèle de coopérative et mutualiste, enfin, il vient généralement dans tous les pays où ça existe de la base. C'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, plutôt dans le bas de l'échelle, alors pour nous, c'est les agriculteurs, étaient dans des conditions extrêmement difficiles et se sont dit qu'à plusieurs, on s'en sortirait mieux. Alors, je prends un peu de temps parce que ça explique en fait toute la logique après de la banque et qu'on a encore aujourd'hui. Et chez tous les mutualistes, alors un coup c'était les agriculteurs, d'autres c'était des ouvriers, d'autres. Mais voilà, c'est des gens qui, pour le coup,
avaient ce besoin de survivre ensemble. À l'envers des banques nationales, où là on était plutôt sur des chefs d'entreprise qui étaient établis et qui, pour pouvoir développer la puissance de leur entreprise et donc la puissance de la France, en l'occurrence, pour les banques nationales françaises, ont créé des banques puissantes pour pouvoir aller sur tous les marchés. Donc on est vraiment sur deux domaines qui sont à l'opposé, qui ont chacun leur rôle, des rôles très différents. Et donc en fait du coup notre banque, le Crédit Agricole Île-de-France, donc c'est une des 39 caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Notre banque est détenue par les clients, donc ça c'est une grosse différence, hein, c'est que on n'a pas d'actionnaires, on n'est pas coté en bourse. Donc, en fait, la gouvernance de la caisse, ce sont des clients qui sont élus. Alors, je vais faire par une cascade de caisses locales. Donc, on a 500 administrateurs au niveau de la caisse régionale qui se réunissent régulièrement et qui décident avec nous des stratégies globales de la banque. La différence aussi, c'est que du coup, c'est eux qui, pour le client, en fait, ils sont la voix des sociétaires et des clients dans toutes nos décisions. Je prends un exemple, Jacques, par exemple, les tarifs bancaires de la banque sont validés par les clients, par ce conseil d'administration de sociétaire. Donc, évidemment, ça n'a pas du tout la même impact que quand on n'a pas ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment un regard permanent du client et du besoin client et de la satisfaction client. Donc, ce qui drive une banque mutualiste, c'est vraiment le client, la satisfaction. La deuxième chose, c'est que comme on n'est pas coté comme d'autres, nos résultats à plus de 85%, ils restent dans la banque. Et donc, on peut avoir des politiques sur de la durée parce que du coup, on a beaucoup de fonds propres et pour pouvoir prêter aux clients, il faut des fonds propres. C'est indispensable. Il faut que la banque soit solide. Donc ça, c'est vraiment un gage de confiance pour les clients. La banque est très solide. Et donc, voilà. La troisième chose, c'est que ce sont des banques de territoire. Donc, tout ce qu'on crée comme valeur doit revenir au territoire. Moi, je fais des crédits que sur l'Île-de-France. Donc, tous les placements des clients d'Île-de-France, en plus de mes fonds propres qui me permettent de prêter, restent sur l'Île-de-France. D'accord. Donc ça limite peut-être le champ d'action d'une entreprise dont le siège est en Île-de-France et qui veut se développer ailleurs en France ou à l'étranger. Comment ça se passe? Alors, quand le siège est en Île-de-France, Jacques, on dit que c'est l'Île-de-France. D'accord. Et puis après, quand c'est une entreprise qui est en Île-de-France, mais puis, par exemple, qui a des succursales en province, eh ben, soit là, on a une petite gouvernance à 39, soit c'est une des caisses qui fait pour les autres, soit on s'accorde pour faire les mêmes conditions pareilles. Donc, c'est vraiment que du bonus pour les clients. D'accord. Alors, la crise, comment ça se passe dans une banque lorsqu'on est en crise depuis plus d'un an, en termes d'organisation, de métier, de manière de travailler? Tout est fermé, comment ça se passe? Alors, d'abord, Jacques, dans nos entreprises, on a des plans de continuité d'activité permanents. C'est-à-dire que pour le coup, comme toutes les entreprises, mais encore plus pour les nôtres qui sont OIV, je vais revenir dessus, donc organismes d'intérêt vitaux, on a des plans qui sont challengés en permanence de continuité d'activité. Donc, on ne peut pas dire quand c'est arrivé qu'on ne savait pas ce qu'on devait faire. On a des exercices permanents et on a un plan de continuité pandémie. Pour autant, je vais être très honnête avec toi, franchement, je pensais bien jamais avoir à le mettre en œuvre, quoi. Donc, c'est pas parce que tu as le plan que d'un coup, c'est mis en œuvre. Mais ceci étant, on n'est pas parti avec rien dans nos entreprises. Le deuxième sujet qu'on a eu, nous, pour le coup, le jour où c'est arrivé, c'est que comme on est organisme d'intérêt vitaux, donc en fait, ça, c'est quelque chose qui est décidé par le Code de la défense. Donc, c'est les organismes qui, s'ils s'arrêtent de fonctionner, fait que l'État est en danger. Donc, en fait, on est obligé de rester ouvert, sinon on est réquisitionné. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu différent d'une entreprise non EIV, c'est que nous, on avait à la fois l'obligation, comme tout le monde, de sécuriser à mort la santé de nos collaborateurs, comme tout le monde, parce que c'est notre obsession. Et on avait aussi comme obsession le service client, puisqu'on devait cette continuité d'activité.
Un Et peu quand je comme dis client, c'est particulier avec les agences. un peu comme une entreprise d'intérêt général. Enfin, il y a une fonction Comme d'intérêt les général derrière ce que tu hôpitaux, dis. exactement, comme les hôpitaux, comme l'armée, comme je crois qu'il y a l'énergie, hein, il y a les transports, il me semble. Enfin voilà, donc exactement pareil. Donc ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait en sorte de s'organiser pour que toutes nos agences soient ouvertes. Et là, vraiment, je rends hommage à tous les collaborateurs, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi, j'avais 2400 collaborateurs qui venaient en agence tous les jours pour ouvrir. Donc, toutes les agences du Crédit Agricole Île-de-France, à 95%, ont été ouvertes pendant toute la crise. Et on se rappelle, Jacques, qu'à l'époque, hein, on n'avait pas les masques, pas les gels, on ne savait pas trop ce qu'était cette pandémie. On devait aussi assurer le service vis-à-vis des clients entreprises, parce qu'ils avaient encore les salaires, l'interbancaire, les flux internationaux, donc ça, on l'a assuré aussi. Et puis les professionnels qui très vite ont commencé à avoir des problèmes sur lesquels on devait être extrêmement présent en proximité. Et puis, je rappelle qu'en Île-de-France, on est un territoire de contraste. On a des gens très riches, mais aussi des gens très pauvres. Et on a été vraiment confrontés à un moment assez crucial, c'est le paiement des minima sociaux au tout début avril, où là, il fallait qu'on s'assure qu'on ait assez de cash pour que les gens puissent continuer à vivre normalement. Donc voilà, c'était un énorme enjeu. Et c'est là où d'ailleurs, moi, avec le recul, je me dis que les entreprises ont eu une agilité exceptionnelle, puisque en une semaine, voilà, on n'a pas eu personne n'est de rupture, aucune banque française, et on a assuré le service en ce qui nous concerne au quotidien pour tous les franciliens, quel que soit le type de client, quels que soient les endroits dans le territoire. Et par rapport aux entreprises, alors, on a beaucoup entendu parler et beaucoup d'entreprises ont bénéficié du PGE, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire du rôle des banques et peut-être de Cadif en l'occurrence par rapport au PGE? Alors, Jacques, pour les entreprises, il y a eu deux choses. Il y a une chose que le public sait peut-être un peu moins, c'est que je crois que c'est la deuxième semaine du premier confinement, on a eu une crise majeure de liquidité sur les marchés. Le marché obligataire a fermé complètement. Les clients ne pouvaient plus se refinancer sur les marchés. Et donc, tous les gros clients français, les grandes entreprises qui ont dans les banques des lignes de sécurité, mais qu'elles ne tirent pas d'habitude, ont été amenées à les tirer. Donc là, c'est plusieurs milliards qu'il a fallu qu'on mette sur la table. C'est d'ailleurs suite à ça, et ça a été hyper coordonné, que la BCE a mis en œuvre très très rapidement une nouvelle enveloppe de TLTRO pour que les banques fassent face et que les grandes entreprises ne tombent pas. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que ça veut dire, TLTRO? C'est des enveloppes de taux bonifiés que les banques peuvent aller tirer à la Banque de France. D'accord. Cash, je vous ai donné. D'accord. Ça, c'est la première chose. Donc, on a quand même frôlé un peu la catastrophe. Mais finalement, ça s'est super bien passé, hyper coordonné entre l'État, les banques et la BCE. Et puis après, il y a eu en effet les PGE. Donc là, on s'est mis tous en œuvre. Là, je pense, donc nous, on a fait un peu plus de 8000 PGE. On en a fait pas loin de 5000 en 15 jours. Hein, donc, on est une petite, j'ai pas donné les chiffres, mais on est quand même que 3500 collaborateurs hein, dans la caisse régionale. En front, on est 2400. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de travail. On a délivré un peu plus d'1,4 milliard de crédits en très peu de temps. L'urgence pour nous, c'était d'aider les clients à passer le cap. Donc, il y a eu les crédits, il y a eu des pauses aussi sur les crédits. Et on a moins de 2% de PGE qu'on a refusé. Donc, globalement, on a vraiment assuré tout ce qu'on pouvait sauver sur l'économie Île-de-France avec les clients. Est-ce que ça veut dire que tous seront remboursés? Non, ça veut dire que même, je pense, peu seront remboursés. Là, on a une première vision puisqu'on va rentrer, on a commencé enfin, c'est pas qu'on a commencé, on a, nous, contacté un peu plus de 80% déjà des clients dont les échéances vont être en avril, hein, parce qu'il faut se rappeler que le gros des PGE, c'est le mois d'avril. Il y en a eu en mai, mais globalement, voilà. Dans les premières remontées que l'on a, mais encore une fois, c'est parcellaire, mais on serait autour de 15% de remboursement. Le reste serait plutôt soit reprendre une pause d'1 an et amortir long. On est plutôt sur ces sujets-là. Et moi, je peux comprendre les chefs d'entreprise parce que on ne sait pas encore combien de temps la crise va durer. Donc, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui jouent la sécurité
en gardant les PGE pour la suite. Hein, donc, c'est pas obligatoire. Le fait qu'il y ait moins de remboursement est pas obligatoire, ne doit pas pour moi être analysé comme un signal que les entreprises vont plus mal que ce qu'on pensait. Je pense que c'est plutôt, et moi je me mets bien à la place des dirigeants, je le comprends, un principe de précaution. On entend quelquefois des gens des milieux financiers dire que les PGE seront peut-être, donc ils sont des prêts, hein, et des prêts à court terme, seront peut-être transformés, rallongés sous forme de prêts participatifs, voire plus, et donc finalement deviendront de la dette, quoi. Hein. Alors, Jacques, ce sont plus des prêts à court terme parce qu'en fait, les clients peuvent les amortir jusqu'à 5 ans. Hein, donc, on est maintenant sur du moyen terme. Déjà. Donc, voilà. Hein, quand on dit qu'ils ne remboursent pas, en fait, les gens tirent le plus long possible. Hein. Ça, pour le coup, on est plutôt autour de 60 mois. Par contre, ce qu'on entend, c'est un autre sujet qui est en fait pas totalement lié à la crise, mais qui, évidemment, avec tout ça, est exacerbé. C'est qu'on a un tissu de PME français. Quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de l'Europe, le tissu PME français est plutôt sous-capitalisé par rapport à d'autres tissus de PME. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. On a plus de structures familiales, ce qui est plutôt très bien, mais on a plutôt moins de capitaux de fonds propres que les autres. Donc, quand tu as une crise qui arrive comme ça, sur lequel, en fait, on a mis du crédit, mais qui n'est pas du crédit pour investir, qui est du crédit pour survivre, en fait, le problème, c'est qu'après, tu arrives à des ratios d'endettement, si tu veux continuer à investir, qui sont trop importants. Et donc, tout l'enjeu qu'on va avoir avec nos clients entreprises, et d'ailleurs, l'enjeu est très bien vu par l'État aujourd'hui, par les régions, hein, et les banques, c'est de se dire comment on trouve une articulation pour que nos chefs d'entreprise de PME familiales continuent à être détenteurs de leur capital, donc ne se retrouvent pas dilués après crise, parce qu'on sait que c'est quand même un moteur important d'être patron chez soi, mais qu'on puisse arriver à amener ce qu'on appelle du quasi-fonds propre, pour que globalement, ces entreprises-là puissent continuer à investir, sinon elles sont mortes. C'est-à-dire que l'horreur intégrale après le PGE, ce serait que les entreprises soient tellement endettées qu'elles restent en mode survie pendant 5 ans. Tout à fait d'accord. Alors ça nous amène… Et c'est pour ça qu'on entend parler des OPSA, donc qui sont du quasi-fonds propre, des prêts participatifs, que l'État est en train de travailler avec les fonds d'assurance, avec BPI, avec les banques, pour essayer de garantir tout ça, pour essayer d'avoir finalement une offre vis-à-vis des chefs d'entreprise qui, pour celles qui le peuvent et qui le souhaitent, qui soient vraiment des sujets hybrides à tous les étages de l'entreprise pour faire face. Et vraiment l'obsession, c'est pour ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent, de pouvoir leur redonner un souffle pour qu'ils puissent continuer à investir, parce que je rappelle que c'est aussi le tissu qui crée l'emploi en Île-de-France. Hein. Ce sont ces entreprises-là qui créent l'emploi, ce ne sont pas les grandes entreprises. Et ailleurs, c'est pareil, en province aussi. Donc, on a un intérêt majeur. Alors, nous, banque régionale, parce que si notre région ne se développe pas, on ne se développe plus. Mais globalement, en tant que citoyen, on a un intérêt majeur à ce qu'on trouve tous des solutions autour de ça. Bien sûr. Alors là, en fait, on aborde un des leviers de la relance. Hein. Est-ce que de manière plus générale, tu peux nous parler de l'action du Crédit Agricole d'Île-de-France dans le plan de relance? Alors, il y a le plan de relance national. D'ailleurs, tu as pris connaissance des résultats de la grande enquête que nous avons faite sur la relance dans le Grand Paris, qui en particulier donne l'avis d'une petite centaine de dirigeants publics et privés sur les priorités telles qu'ils les voient. Tu nous en parleras peut-être. Mais quel est le rôle spécifique de Cadif dans la relance à l'échelle de l'Île-de-France ou du Grand Paris, à côté de l'action de l'État, de la région, des départements, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est de l'argent en plus? Concrètement, quel est le rôle du Cadif dans la relance en Île-de-France? Alors, Jacques, je vais peut-être avoir deux moments dans ma réponse, la partie économique et puis la partie sociale, parce que nous, on n'est pas une banque comme tout le monde, donc on a aussi cette partie, je parlais des élus, donc on estime qu'on a aussi un rôle social et j'en parlerai en deuxième partie. Sur la partie économique, alors je reprends l'étude, mais moi je peux être que d'accord. Hein, les 3 secteurs sur lesquels l'étude met le focus sur la relance du Grand Paris,
c'est tout ce qui est investissement local, équipement, et puis du coup, je reviendrai sur ce qu'on fait, hein, donc tout ce qui est travaux publics. Le deuxième, c'est restauration, tourisme, hôtellerie, salons et congrès, et puis l'immobilier ou la construction. Donc, je vais peut-être commencer par le deuxième parce que, et puis bien sûr, je reviendrai sur les deux premières. Donc, le deuxième, c'est tout ce qui est tourisme, c'est restauration, hôtellerie, etc. Et événementiel. Et événementiel. Alors, il faut qu'on se rappelle quand même, et je pense que tout le monde le sait, mais j'aime bien le rappeler quand même, c'est que la région d'Île-de-France est la première région touristique du monde. Du monde. Au niveau des salons, on est le premier acteur européen en termes de salons, c'est plus de 200 salons sur l'Île-de-France. Alors, c'est sûr que quand on a une crise comme ce qu'on vient de connaître, où tout s'arrête, la région, elle est touchée beaucoup plus que les autres. Et d'ailleurs, c'est même la première fois depuis très longtemps que la région en PIB baisse un peu plus. On n'a pas encore les stats, mais un peu plus que le national. Ça nous est jamais arrivé. Enfin, ça fait des années que ça nous est pas arrivé. Donc, du coup, nous, on s'est dit, il faut qu'on arrive à voir comment on peut aider ces différents sujets. Donc, sur le tourisme, pragmatiquement et événementiel, encore une fois, avec nos moyens, on a créé un fonds dédié, là, pour le coup, sur notre structure de capital investissement, de 20 millions pour aider les chefs d'entreprise. Donc là, on parle des PME, hein, des pros et des PME. On parlait de quasi-fonds propres tout à l'heure, hein, mais nous, on peut même venir en fonds propres parce que on est des fonds structurants longs, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas en recherche de retour sur investissement immédiat et on n'est pas dans des recherches à 5 ans, etc. S'il faut rester 10 ans auprès du chef d'entreprise, on y reste 10 ans. Donc là, on a dédié, le conseil d'administration de la Caisse a dédié plus de 20 millions d'euros pour aider ces structures-là. Donc, on est en train de regarder avec eux comment aider. Donc, ça, c'est sur la partie événementiel, salon, hôtellerie, etc. Donc, ça, c'est très concret. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi été voir tous les clients qu'on avait dans ces structures-là pour voir avec eux comment on allait les aider à réouvrir, en fait, parce que tout est fermé. Et donc, on a même des chefs d'entreprise qui ne savent pas comment ils vont pouvoir remobiliser leurs collaborateurs, etc. Donc, on va avoir un rôle d'accompagnement, même psychologique presque, hein, de relance autour de cette industrie-là. Et puis, on a dédié des équipes aussi. Alors, il y a eu les PGE saison hein, qui ont été faits par l'État, etc. Donc, on a massivement fléché beaucoup de notre appui de fonds propres sur cette clientèle de restauration, tourisme, hôtellerie. À la fois, là, pour le coup, là, c'est un jeu groupe, hein, parce que, par exemple, sur la restauration, on a beaucoup des restaurants parisiens qui sont, nous, dans le groupe, clients de Nord-Midi-Pyrénées, parce que d'historique, ce sont des gens, beaucoup de provinciaux qui sont venus s'installer en France, à Paris. Sur tout ce qui est immobilier et construction, la Caisse est dans les 3 plus gros financeurs de la promotion Île-de-France. On est, suivant les années, premier ou 2 financeurs des collectivités publiques et on est client de tous les gros acteurs du bâtiment. Là, pareil, on a appelé tous ces clients pour leur dire qu'ils pourraient compter sur nous, que la Caisse est solide, on a des fonds propres, on a capacité à continuer à les accompagner. Et donc, on continue en ce moment à financer la promotion, financer les collectivités, etc. Donc, on met finalement la puissance de l'entreprise au service du territoire sur ces sujets-là. Et on regarde avec eux aussi s'ils ont des projets très spécifiques sur les transitions énergétiques, etc. Donc, voilà, on est très présent et on a une force dédiée auprès de cette clientèle-là. Si on ouvre une parenthèse sur l'activité immobilière du Grand Paris, oui. L'activité immobilière, elle est très, très ralentie, pour ne pas dire quasiment déjà en croissance négative, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, j'allais dire, ça ne doit pas vous occuper beaucoup, cette histoire de promotion immobilière en ce moment, parce que l'activité de construction de logement, elle est pas en panne, elle a été très, très, très ralentie. Alors, les nouveaux chantiers sont plus longs à sortir, mais là, c'est pas
pour le coup, Jacques, ce n'est pas que la crise, hein. On avait aussi l'année électorale qui avait fait que ça s'était quand même beaucoup ralenti au niveau des permis, hein. Donc là, pour moi, on englobe des choses un peu, voilà. Donc tout le temps, hein, l'année électorale, on a un ralentissement. Et puis, mais moi, j'ai des dossiers de promotion toutes les semaines, hein, encore. Donc, il ne faut pas penser que c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin énorme de logements et entre autres, les bailleurs sociaux ont énormément besoin de logements. Donc, en ce moment, tout le logement social est en train de prendre le relais sur les acteurs privés d'avant. Je suis convaincue que les acteurs privés vont revenir après, quoi, hein. L'Île-de-France, on est dans un... Enfin, il faut vraiment qu'on... Enfin, je sais que vous le savez, mais on est en manque de logements tous les ans. Donc, c'est d'ailleurs un souci majeur. Donc, en fait, dès qu'on va pouvoir avoir de nouveau du foncier, les promoteurs et les grands acteurs, en fait, ils attendent d'avoir du foncier, hein. Mais il n'y a pas de velléité de freiner la construction. Et je n'ai pas non plus d'alerte sur des chantiers sur lesquels on n'arriverait pas à vendre. Enfin, le neuf s'arrache encore, quoi. Sur l'habitation, on n'a pas du tout, on a un problème d'offre, on n'a pas un problème de... Voilà, il n'y a pas de souci, tout ce qui sort se vend. On est bien d'accord. Et c'est important qu'on se le dise, il n'y a pas de bulle là-dessus. Alors, sur les infrastructures, en dehors des questions de logement, infrastructures, équipements publics, est-ce qu'on est plutôt sur une relance donc par l'offre, c'est-à-dire en créant des infrastructures supplémentaires, des équipements publics, on pense aux gares du Grand Paris, mais pas que, il y a aussi les transports collectifs, l'achat de rames de métro, de RER, etc. Il y a des très grosses dépenses. Est-ce qu'il y a une accélération de ces dépenses d'infrastructures et donc de leur financement? Comment ça se passe? Alors, moi, ce que je pense, Jacques... Je n'ai pas parlé des JO, bien sûr. Oui, oui. Moi, ce que je pense, c'est que pour le coup, de la part des Franciliens, on le voit dans les études qu'on a des clients, hein, il y a une véritable attente d'accélération sur les transports en commun, quels qu'ils soient, parce qu'on le voit bien finalement, quand vous parlez à des collègues qui sont en province, la différence de vie qu'on a aujourd'hui, même pendant la crise, c'est vraiment les transports. Évidemment, l'habitat, mais les transports. Moi, je prends, comme beaucoup d'entre vous, le métro tous les jours. Voilà, c'est le fait d'avoir plus de fluidité dans les transports et de pouvoir, du coup, rapprocher la deuxième couronne de l'île de Paris pour que les gens puissent être logés de façon plus agréable, mais sans qu'ils aient 1h30 de transport matin et soir, ça devient essentiel pour le développement de notre région. Sinon, on va perdre les jeunes, ou je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, il y a vraiment... Donc, du coup, évidemment, on a besoin d'infrastructures. C'est déjà en cours, hein, mais j'espère qu'on n'aura pas de retard parce qu'il y a une vraie attente. Après, c'est financé, ces grands équipements de transport collectif, donc c'est financé par une banque comme Cadif ou c'est financé Non. Alors, pour le coup, à ma connaissance, nous, on n'est pas du tout financeurs de ces grands projets-là. D'ailleurs, je pense qu'il y a peu de banques françaises. Ça a été plutôt des consortiums de groupements, y compris potentiellement étrangers, qui sont venus conforter le budget au démarrage, hein. Donc, c'était des appels d'offres avec des budgets extérieurs. Donc, nous, on n'a pas été... Pour moi, les budgets sont bouclés, par contre, hein, donc, mais on n'a pas été du tout interrogé là-dedans. Par contre, Cadif ou le groupe Crédit Agricole est très présent sur les infrastructures, que ce soit les aéroports, que ce soit... parce qu'on parle d'infrastructures, la grande distrib sont aussi sur des infrastructures. Rungis a des gros projets d'infrastructures, et ça, quand même, on peut se le dire. Ils ont été remarquables pendant la crise. Si Rungis avait fermé, nous n'aurions pas pu nous nourrir. C'est 90% de ce qui arrive dans les magasins, hein. Donc, ces sujets d'infrastructure, publiques ou privées, seront essentiels dans la reprise, à mon avis aussi. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Nathalie,
il y a beaucoup de choses encore à dire. Est-ce que peut-être on pourrait… Moi, je voudrais parler du social quand même, Jacques. Voilà, c'est justement là-dessus que je voulais venir. En préparant cette émission, hein, tu nous as donné quelques éclairages sur, j'allais dire, un peu la personnalité particulière du Crédit Agricole Île-de-France par rapport à des sujets qui ne sont pas que économiques. Hein. La banque, c'est pas uniquement un opérateur qui prête de l'argent. Et ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Oui, en fait, Jacques, oui, ça me tient à cœur parce qu'évidemment, on est une banque et on joue notre rôle et on sera là et parce que de toute manière, enfin voilà. Mais nous, en fait, ce qui nous interroge en ce moment, c'est plusieurs choses. C'est l'Île-de-France, mais c'est pas nouveau. Avant la crise, était aussi le premier désert médical français. La région où il y a le plus d'analphabétisation en France, juste derrière les Hauts-de-France. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'on a un tissu, la région où il y a le plus de personnes âgées toutes seules, donc en manque de lien social. Donc, on est la région à la fois du plus fort d'innovation, des plus belles écoles, des plus beaux instituts de recherche, des plus beaux hôpitaux. Et on est aussi une région où on a une pauvreté qui s'installe. Et cette crise, elle ne fait que l'exacerber. Donc nous, on a vraiment, en sortie de crise, là, pour la relance, il faut absolument, et déjà en ce moment, que ce qu'on peut faire pour les jeunes qui, aujourd'hui, on a plein de jeunes étudiants. Alors la région a fait beaucoup de choses, l'État fait beaucoup de choses pour au moins qu'ils se nourrissent, au moins qu'ils se logent. Mais que ce qu'on peut faire pour qu'on… donc nous, on travaille avec des associations pour éviter qu'ils sortent des écoles, qu'ils continuent leurs études. Donc là, on se mobilise en mécénat de compétences, on donne du temps, les équipes donnent du temps. Que ce qu'on peut faire au moment où ça allait très mal, on a mis beaucoup d'argent, donc là avec le groupe, pour aider les EHPAD. On a aidé plus de 200 EHPAD, on a fourni des tablettes pour que les gens puissent être en proximité avec leur famille. On a toutes les populations dont je parlais tout à l'heure sur les minima, un certain nombre sont pas du tout à l'aise avec le digital. C'est bien joli de dire que tout est en digital, mais quand vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous faites comment? Donc nous, on a une vocation de lutter contre l'exclusion digitale. Donc on a nos élus qui sont mobilisés pour donner des cours dans les agences avec les tablettes, pour accompagner les gens. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu rester complètement ouvert, parce que ces gens-là, ils avaient plus que nous pour pouvoir traiter leurs opérations, pour pouvoir survivre. Donc voilà, c'est des engagements là pour le coup qui sont faits à la fois par les caisses locales. C'est plus de 260 actions toute l'année dernière, alors qu'on était en plein Covid, mais aussi par le mécénat. Donc on a un fonds de mécénat qui a pour vocation à la fois de conserver le patrimoine français puis d'aider les jeunes talents. On a des savoir-faire en France qui sont fabuleux, mais qui sont en train de se perdre. Donc on travaille avec les Compagnons du Devoir, on travaille avec l'Académie Fratellini sur le cirque, on travaille avec les gens qui véhiculent le savoir-faire français. Donc ça nous tient à cœur tout ça. Il faut qu'on n'oublie pas cette richesse qu'on a en nous, qui fait le rayonnement à la fois de la région, mais aussi de la France. Et donc nous, on est très investis sur ces sujets-là, que ce soit nos élus, nos administrateurs qui sont vraiment fabuleux, qui sont des clients. Donc vraiment, si dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui veulent venir rejoindre nos sociétaires, vous êtes les bienvenus. Ça ne sera pas qu'une question d'argent. On le sent bien, il y a une rupture dans la société, il y a une rupture sociale. Il faut absolument qu'on se mobilise pour que, voilà, que cette rupture ne nous éloigne pas de ce qui est finalement notre raison d'être, notre utilité, hein, c'est d'être auprès de tous les Franciliens. Tous les Franciliens. Écoute, voilà, je le dis avec beaucoup de cœur, Jacques, mais parce que sinon, on aura loupé, je pense, collectivement, notre relance. Je te remercie, Nathalie. C'est un discours qui est à la fois sincère et assez rare à entendre parce que moi, quand je vais au guichet, je pense comme tout le monde,
j'y vais pour déposer un chèque, prendre de l'argent, etc. Et le fait d'avoir, j'allais dire quotidiennement, une expérience bancaire, ça limite un petit peu la compréhension qu'on a du métier plus global d'une banque régionale. Et c'est vrai que d'entendre et de voir qu'une banque, donc gros opérateur, hein, avec des effets de levier qu'on imagine sur le financement de l'activité, et là je pense qu'on est tous convaincus qu'il y aura une relance, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc je voulais te remercier de nous avoir partagé ces préoccupations qui sont, on le sent, portées à la tête hein, du Crédit Agricole d'Île-de-France. On a l'impression, en t'écoutant, que ça irrigue et que ça ruisselle au sein des équipes. Hein, c'est le message que tu nous fais passer. Est-ce que tu veux conclure par, je sais pas, un appel à quelque chose, une invocation je te laisse. Et Jacques, peut-être plus largement, hein, si on a aussi, si on a cette sérénité nous autour de ça, c'est qu'on fait partie d'un groupe. Ce que je dis pour le Crédit Agricole Île-de-France est partagé avec mes autres collègues. Et on a un groupe qui est très investi, le groupe Crédit Agricole, hein, sur tous ces sujets-là. Donc on est, voilà, ça nous donne aussi, nous, on a le meilleur des deux mondes. C'est qu'on est une banque de territoire, mais dans un groupe très puissant où toutes les structures se mettent à la disposition des territoires français pour qu'on puisse agir. Donc c'est important aussi, on n'est pas tout seul. Non, moi ce que je voulais peut-être dire en conclusion, c'est que moi, je suis très fière des équipes, de nos équipes hein, du Crédit Agricole Île-de-France parce que ils sont, quels que soient les endroits de l'entreprise, que ce soit siège réseau, ils sont mobilisés au quotidien auprès des clients et ça, pour un dirigeant, c'est quand même une énorme fierté. Et puis, de dire à tous ceux qui nous écoutent que on sera au rendez-vous, on sera là. Sur la durée. On n'est pas une banque de stop and go, je pense que vous l'avez compris, on est ancré sur notre territoire, je ne peux rien faire hors de mon territoire. Donc on sera présent et on sera aux côtés de tous aussi ceux qui veulent réfléchir avec nous sur comment on peut faire mieux demain. On n'a pas parlé des RSE, etc., mais comment on peut faire mieux demain? Parce que je pense que malheureusement, cette crise, la seule chose qu'elle peut avoir de bon, c'est de nous obliger à nous réinventer, à nous reposer des questions. Donc, nous, on sera aux côtés de tous ceux qui sont en Île-de-France. Et donc, évidemment, avec toi, Jacques, mais avec la région, et on est très proche de la région et des collectivités, etc., tous ceux qui souhaiteront pour reposer des questions sur la ville, sur le social, sur finalement, c'est quoi notre monde de demain, si on veut que pour nos enfants, il soit meilleur que celui qu'on a connu. Écoute, merci pour cet engagement et pour cette prise de position qui finalement est très mutualiste. Hein, on revient à notre angle du début. Donc, je vous annonce à ceux qui nous suivent, très nombreux, que les prochains Grand Paris Live, nous recevrons François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, qui nous parlera évidemment de l'Essonne, mais plus globalement aussi du plan mobilité qu'il a proposé en matière d'accessibilité de la Grande Couronne par rapport à Paris, entre autres. Hein. Nous recevrons également un peu plus tard Karine Julien, qui est la directrice générale de Polylogis Logirep, gros bailleur social, on a parlé du logement social, et d'autres invités prestigieux, actifs, tous opérateurs du Grand Paris. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce Grand Paris Live. À très bientôt sur les écrans et puis peut-être aussi à très bientôt de se voir enfin en vrai. Voilà, à bientôt.